d'économie politique et de développement social. Des capsules produites par Benoît Prévost, responsable du master Intervention et Développement social de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. La théorie néoclassique repose sur deux piliers. La théorie des choix rationnels, d'un côté, et la coordination par des marchés décentralisés en concurrence pure et parfaite, d'un autre côté. Nous allons d'abord nous focaliser sur la théorie des choix rationnels, et plus particulièrement ceux du consommateur, dans cette capsule. La théorie néoclassique est une théorie microéconomique. Elle parle des comportements des individus répartis en consommateurs et en producteurs pour expliquer l'ensemble des phénomènes économiques. À bien des égards, la théorie économique s'impose comme une théorie non seulement des choix, mais plus généralement des comportements humains. Il n'est pas anodin que l'un des grands économistes autrichiens des débuts de la théorie néoclassique, Ludwig von Mises, ait intitulé en 1949 l'un de ses principaux ouvrages, L'action humaine. Il ne faut pas oublier que l'économie est née en tant que science de la société, une science totale, ambitionnant d'expliquer la quasi-totalité, sinon la totalité, des faits sociaux, à partir d'une matrice économique dont découlerait l'ensemble du social. Des sociologues et des politistes se sont inscrits dans cette démarche également en adoptant les fondements de l'analyse économique des choix humains pour analyser des phénomènes sociologiques, politiques, etc. La théorie du choix rationnel doit donc être bien comprise pour saisir le discours libéral qui s'appuie sur la théorie économique néoclassique. Tout au long du XVIIIe, s'est affirmée l'idée que les individus sont capables, par l'exercice de la raison, de maîtriser leurs passions afin de satisfaire leur intérêt. Albert Hirschman a très bien raconté l'histoire de ce mouvement intellectuel dans Les passions et les intérêts, paru en 1977. Cela a été une étape décisive dans l'argumentation en faveur de la liberté individuelle. Si l'homme est capable, de lui-même, de se maîtriser, sans l'intervention de l'Église et de la morale, ni de l'État et de la contrainte, policière et judiciaire, alors sa liberté et son autonomie peuvent s'affirmer comme un des principes premiers de la vie en société. Au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt n'est pas encore nécessairement réduite à sa signification purement économique et matérielle. Les intérêts individuels renvoient à ce que les individus peuvent raisonnablement désirer. Pour Smith, par exemple, le principal moteur de l'action humaine, c'est le désir d'améliorer son sort, ce qui est un prolongement du désir de conservation de soi comme principe. Ce que chacun et chacune cherche est tout simplement d'exister et, si possible, d'exister dans des conditions matérielles et psychiques satisfaisantes. L'intérêt peut ainsi englober tout ce qui permet aux individus de vivre de manière acceptable, voire agréable. Non seulement l'acquisition des ressources matérielles, qui facilitent l'existence, mais aussi l'ensemble des interactions sociales, intellectuelles, culturelles, artistiques, qui satisfont l'âme autant que le corps. Smith n'hésite pas d'ailleurs à considérer la froideur de l'homme d'affaires qui ne cherche que son profit au mépris des arts et de la culture. Mais, nous dit-il dans La théorie des sentiments moraux, un autre de ses ouvrages fondateurs, quand bien même un monde de marchands serait un monde sans art, ni culture, ni amitié, ni grandeur, ce monde de richesse matérielle resterait un monde pacifié et ordonné, sans que l'Église ou l'État n'ait à intervenir. Les forces de régulation des interactions sociales d'individus guidés par l'amélioration de leur sort sont à chercher dans la nature même de ces interactions sociales, et non pas dans une force extérieure. Elles ont leurs propres raisons et leurs propres modalités de fonctionnement, indépendamment notamment de l'Église ou de l'État qui jusque-là contrôlaient l'ordre social. Autrement dit, les forces sociales qui permettent la régulation peuvent être pensées indépendamment de la morale et de la politique. C'est justement la nature de ces interactions et des modalités de leur régulation qui sont au cœur de l'enquête de l'économiste. À la fin du XVIIIe, Bentham développe une théorie du comportement humain fondée sur l'utilité. Tout est basé sur le calcul des plaisirs et des peines. Le raisonnement de Bentham est assez simple et de bon sens, de telle sorte qu'il est difficile de le rejeter. Chacun d'entre nous préfère le plaisir à la peine. Chacun d'entre nous est capable d'identifier ce qui lui fait plaisir ou ce qui lui fait de la peine. Et il est rare qu'un plaisir s'obtienne sans peine, car nous devons fournir des efforts pour obtenir les moyens de satisfaire nos désirs, et la rareté nous oblige souvent à choisir entre deux plaisirs que nous ne pouvons obtenir en même temps. Notre utilité individuelle, autrement dit, relève de l'arbitrage entre plaisir et peine. Progressivement, au cours du XIXe siècle, et en particulier dans sa seconde moitié,
Ce principe de calcul d'utilité va être mathématisé, puis mobilisé par la théorie économique néoclassique. Après tout, si nous désirons des marchandises, si nous sommes prêts à travailler pour les obtenir, et donc prêts à endurer la peine qui correspond au travail, c'est bien parce que ces marchandises nous sont utiles. On peut donc considérer que chacun, en tant que consommateur, effectue des calculs qui lui permettent de minimiser ses efforts, sa peine, pour obtenir le maximum de satisfaction, de plaisir. Et donc, on peut considérer que chacun va utiliser chaque euro durement gagné pour le dépenser de telle sorte que son plaisir soit à chaque fois le plus élevé possible. Ces principes sont relativement intuitifs et ils semblent relever du bon sens. Nous reviendrons ultérieurement sur leurs critiques. Pour le moment, nous nous contentons de les exposer pour en comprendre la signification économique et, nous allons le voir dans d'autres capsules, l'interprétation politique. Finalement, à la fin du XIXe siècle, le consommateur peut être réduit à une fonction mathématique. C'est assez logique, puisque le consommateur fait des calculs, ratio en latin, qui est la racine de raison, rationnelle et rationalité. Donc si le consommateur fait des calculs, alors le consommateur réfléchit en termes mathématiques. Et les économistes vont rapidement affirmer qu'il calcule suivant une fonction d'utilité que l'on trouve ici, par exemple, dans sa forme simplifiée, comme une fonction d'utilité U, dépendant des marchandises X et Y, et on a donc U de X et Y qui est égal à X puissance A fois Y puissance B. C'est l'une des formulations mathématiques la plus courante qu'on trouve dans la plupart des manuels de microéconomie. Pour simplifier leur raisonnement, les économistes parlent d'une fonction à deux biens. Le terme bien, ici, est le terme générique pour qualifier l'ensemble des biens et services que nous échangeons sur des marchés. Autrement dit, ce terme bien correspond aussi au terme marchandise. Les hypothèses de base que nous allons détailler définissent à elles seules ce que les économistes entendent en réalité par choix rationnel du consommateur. Voici ces hypothèses. Premièrement, nous préférons la diversité, autrement dit, nous préférons panacher notre consommation à travers ce qu'on appelle un panier de biens diversifiés. Deuxièmement, nous sommes toutes et tous capables de formuler un ordre de préférence, c'est-à-dire que nous sommes capables de classer les différents biens et services à notre disposition et les différentes unités de ces biens et services, de telle sorte qu'on puisse établir quels sont les biens et services qui nous sont plus utiles que d'autres. Par exemple, nous sommes toutes et tous capables de dire que nous préférons les pommes aux poires, les tomates aux carottes, etc. Troisièmement, cet ordre de préférence est transitif. Si je préfère X à Y et que je préfère Y à Z, alors je préfère X à Z. Quatrièmement, chaque unité de bien consommé ne nous apporte pas le même niveau de satisfaction. La première unité nous procure plus de satisfaction que la deuxième nous procure plus d'utilité que la troisième plus que la quatrième, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le principe de l'utilité marginale. Autrement dit, l'utilité supplémentaire que nous éprouvons lorsque nous consommons une unité supplémentaire d'un bien. À nouveau, nous sommes face à une hypothèse relativement intuitive. Par exemple, lorsque nous avons soif, le premier verre d'eau que nous allons boire va nous apporter plus de satisfaction que le deuxième plus que le troisième, etc., etc. Vous pouvez prendre la plupart des biens et services que vous utilisez et vous trouverez ce principe que l'on appelle le principe de l'utilité marginale décroissante. Plus je consomme d'un bien, moins il m'apporte d'utilité supplémentaire. Ce concept d'utilité marginale est lié à l'introduction du calcul à la marge dans l'analyse économique. Choisir consiste à modifier la situation initiale dans laquelle nous nous trouvons. Et le calcul à la marge permet de mesurer l'impact des variations d'un paramètre sur une situation initiale. Si par exemple, dans ma situation initiale, je possède une certaine quantité de bien X et que je désire l'échanger contre du bien Y, je suis capable de savoir ce que chaque unité de X que je vais céder va m'enlever de satisfaction, puisque je perds certaines unités de X, mais je suis en même temps capable de savoir ce que chaque nouvelle unité de Y me donnera comme satisfaction supplémentaire. Et je suis capable de comparer, dans le cadre d'un échange, ce que je perds en satisfaction en cédant du X à quelqu'un et ce que je gagne en satisfaction en obtenant en échange du Y. Je peux donc systématiquement comparer mes pertes à mes gains.
de sorte que je sais exactement quelle quantité de X je suis prêt à céder pour obtenir quelle quantité de Y. Tout repose sur le calcul de l'utilité marginale. Nous allons illustrer ce raisonnement par un exemple très simple. Supposons que je dispose de 8 unités de X. Alors, ce X peut être n'importe quoi. C'est ce qu'on va appeler ma dotation initiale. C'est la quantité de marchandises avec laquelle j'arrive sur le marché pour procéder à un échange. Ce X peut être un bien que j'ai accumulé au préalable. Cela peut être aussi mon temps libre. Par exemple, j'ai 8 heures de temps libre par jour. Cela peut être un capital, etc. etc. Peu importe pour le moment. Hein, nous allons en fait revenir par la suite dans une autre capsule sur cette question des dotations initiales, car c'est une question cruciale pour aborder les enjeux de justice sociale. Avec quoi chacun et chacune d'entre nous arrive-t-il sur le marché? Pour le moment, considérons juste que chacun arrive sur le marché avec quelque chose à céder. Nous avons toutes et tous systématiquement quelque chose à échanger. Du travail, des marchandises achetées antérieurement, des marchandises produites avec notre travail, du capital, etc. Nous arrivons tous sur le marché en ayant quelque chose que les autres désirent potentiellement acquérir parce que ce quelque chose leur serait utile. Et si nous parvenons à un accord pour échanger, ces choses utiles que nous avions en arrivant sur le marché vont devenir des marchandises puisqu'elles vont être échangées sous la forme de biens et services, en échange d'autres marchandises ou en échange de monnaie. Donc, c'est lorsque nos dotations initiales sont échangées qu'elles deviennent effectivement des marchandises. Et nous venons sur le marché avec ce quelque chose, ce bien ou ce service que nous possédons, une marchandise potentielle, pour obtenir d'autres marchandises qui nous seront utiles. Supposons, voilà, on va prendre un exemple relativement simple, abstrait. Hein. Supposons que la première unité de X me procure une utilité de 40, la deuxième une utilité marginale supplémentaire, donc de 35, etc. Hein, vous le voyez dans le tableau. Ne nous arrêtons pas sur les chiffres, qui peuvent heurter, là, pour le coup, notre sens commun. Nous n'affectons jamais de tels chiffres d'utilité aux biens que nous consommons dans la réalité. En revanche, nous sommes capables de dire si nous aimons 2 fois plus la tomate que les poivrons. Et nous sommes capables de dire si nous aimons 2 fois plus la première tomate que la deuxième que nous mangeons, etc., etc. Nous sommes donc capables de mettre des chiffres, un peu au hasard, mais dont l'essentiel est qu'ils respectent ces proportions et ces comparaisons. Si j'aime 2 fois plus ma première tomate que ma première carotte, alors je vais dire que l'utilité d'une tomate de ma première tomate est de 20 et celle de la première carotte de 10. Ou j'aurais pu dire 40 et 20, 10 et 5, 1000 et 500, peu importe. Ici, ce qui est important, c'est que j'ai accordé 2 fois plus de valeur à ma première tomate qu'à ma première carotte, quels que soient les chiffres que je vais mettre derrière. Donc, laissons de côté le caractère vraisemblable du fait que nous mettions des chiffres sur les utilités pour garder, en revanche, le caractère plutôt vraisemblable de l'hypothèse suivant laquelle nous sommes capables de dire que nous préférons 2 fois plus une chose qu'une autre, ou 3 fois plus, ou une demi-fois, etc. On a donc ce tableau que je vous propose concernant l'utilité marginale et l'utilité totale des quantités de X que je consomme. Hein, on voit, première unité, je l'ai dit, elle m'apporte une utilité de 40. Donc si je consomme une unité de X, j'ai une utilité totale de 40. Ma deuxième unité de X ne me procure une utilité supplémentaire que de 35. Principe de l'utilité marginale décroissante, l'utilité supplémentaire liée à ma deuxième unité de X est inférieure à celle de la première, etc. Comme vous le voyez dans le tableau, l'utilité marginale décroît. Donc si je consomme 2 unités de X, j'additionne la valeur de la première unité de X, 40, la valeur de la seconde unité de X, 35, et j'obtiens donc une utilité totale de 75, etc. Je connais également l'utilité totale et marginale que peut me procurer la consommation de Y. Et c'est donc Y que je vais chercher à obtenir sur le marché. Je n'en ai pas, je n'ai que 8 unités de X et je souhaite obtenir du Y. Et j'ai en tête des rapports d'utilité entre X et Y qui se traduisent par ce tableau concernant l'utilité marginale et totale de Y. Donc, je suis arrivé avec 8 unités de X sur le marché. On constate que si j'arrive à échanger ma 8e unité de X contre une première unité de Y, je vais perdre, on le voit dans mon tableau, une seule unité d'utilité, puisque ma 8e unité de X ne me procure qu'une unité d'utilité. Donc je vais perdre
une unité d'utilité pour, en échange donc d'une unité de Y, obtenir 50 d'utilité supplémentaire. J'ai perdu 1, j'obtiens 50, je gagne donc 49 en utilité marginale. De la même manière, si j'arrive à faire cet échange et qu'ensuite je propose d'échanger ma 7e unité de X qui me procure 2 unités d'utilité contre une seconde unité de Y qui me rapportera 46, je vais donc avoir une utilité marginale de 46 moins de 44, etc. Hein. On le voit, à chaque fois que j'échange du X contre du Y, mon utilité marginale augmente, du moins elle augmente tant que l'utilité marginale de ma dernière unité de X est inférieure à la nouvelle unité de Y que je peux obtenir. On le voit, quand je vais échanger, hein, si je continue mes échanges, et que je me retrouve avec 4 unités de X, eh bien, si j'échangeais cette 4e unité de X contre une 5e de Y, ici, je perdrais 22 d'utilité et je n'en gagnerai que 20. Je n'ai donc aucun intérêt à échanger cette 4e unité de X contre une 5e unité de Y. Je n'ai donc plus, à ce stade, aucune raison d'échanger. Le panier de biens auquel je serai alors parvenu au terme de ces choix successifs sera composé de 4 unités de X et 4 unités de Y pour une utilité totale de 125 plus 168, autrement dit 293. L'échange m'a permis d'accroître mon utilité totale. J'avais, en arrivant sur le marché, une utilité totale de 152 et à la fin de l'échange, j'ai une utilité totale de 293. C'est très logique que je n'ai que gagné de l'utilité sur le marché puisque je n'ai procédé à chaque fois à un échange qu'à condition que l'utilité marginale du bien que je pouvais acquérir soit supérieure à l'utilité marginale du bien que je pouvais céder. Donc, je n'ai pu qu'augmenter systématiquement mon utilité. Une hypothèse forte, et nous le verrons, que formulent les économistes libéraux, c'est que nous ne procédons donc jamais à aucun échange qui nous soit défavorable. Ce qui suppose donc que nous aurions la possibilité de refuser l'échange. Et cette possibilité de refuser l'échange repose sur nos dotations initiales. En effet, si je n'ai par exemple en dotation initiale que du travail et aucun bien de consommation, je suis obligé pour ma propre survie d'échanger forcément mon travail pour obtenir des biens de consommation. Nous y reviendrons par la suite, c'est là que se joue une forte critique de l'économie néoclassique et une forte critique des questions de justice sociale telles qu'elles sont défendues dans le cadre de cette théorie néoclassique. Nous y reviendrons par la suite, mais gardons en tête ici cette idée forte chez les économistes néoclassiques. Nous ne procédons à aucun échange qui ne nous soit défavorable. Et nous sommes totalement libres de refuser l'échange. Bon, on remarquera que nous avons appliqué ici une règle de base du raisonnement économique, à savoir le raisonnement toute chose égale par ailleurs, ou en latin, raisonnement caeteris paribus. Nous avons éliminé toute une série de paramètres. Nous avons supposé une économie de troc, où les biens X et Y s'échangeraient l'un contre l'autre, sans se poser la question de savoir si l'agent qui possède du Y accepterait de m'en céder, ni surtout à quel prix il le ferait. En l'occurrence, nous avons fait comme si une marchandise X échangeait contre une marchandise Y, autrement dit au taux d'échange de 1 pour 1. Cela revient à dire que sur les marchés, les valeurs de X et Y sont identiques, etc., etc. Bref, nous avons fait toute une série de simplifications. Si l'on regarde plus en détail notre tableau, jusque-là, nous avons supposé l'échange d'une unité de X contre une unité de Y, etc., etc. Mais, si l'on regarde bien dans le détail, on constate que, de fait, dans une situation où je n'ai aucune unité de Y en ma possession et que je souhaite absolument en obtenir, je suis en réalité prêt à céder jusqu'à 5 unités de X pour obtenir une première unité de Y. En effet, la somme de l'utilité totale supplémentaire obtenue entre ma 3e et ma 8e unité de X est de 49 unités. On passe de 103 à 152. Alors que la première unité de Y me procurait une utilité marginale de 50. Certes, je ne gagnerais que 1 d'utilité, mais mon utilité augmenterait néanmoins. Il s'agit donc ici du prix maximum que je serais prêt à payer pour obtenir du Y. C'est ce que l'on peut appeler mon consentement à payer,
qui serait en l'occurrence de 5x contre 1y. Faisons à présent l'hypothèse que l'individu possédant du y est une fonction de préférence strictement identique à la mienne. Attention, c'est une hypothèse extrêmement forte et du coup extrêmement simplificatrice. Dans la réalité, nous n'avons pas toutes et tous les mêmes fonctions d'utilité. Mais là, c'est pour simplifier le raisonnement et aller un peu plus loin dans notre réflexion. Cet individu qui possède des y, qui possède 8y, je suis moi de mon côté avec mes 8x, il est lui de son côté avec ses 8y, nous allons nous rencontrer sur un marché. Et on vient de voir que moi, je suis prêt à céder jusqu'à 5x pour 1y. Si cet autre individu a la même fonction de préférence que moi concernant le y, en réalité, je constate que lui, de son côté, il est prêt à céder jusqu'à 4 unités de y pour obtenir sa première unité de x. En effet, s'il se dépossédait de ces unités 5 à 8, 5, 6, 7, 8, il passerait de l'utilité 207 à 168, autrement dit une baisse de 39, alors que la première unité de x lui procurerait une utilité marginale de 40. On l'a vu, mon consentement à payer était de 5x pour un y, son consentement à payer à lui est de 4y contre 1x. On peut supposer que le taux d'échange de x contre y serait une sorte de moyenne entre nos consentements à payer. Pour moi, y égale 5x, pour lui, x égale 4y. Peut-être serions-nous aux alentours de y égale 1,2x. Mais nous serions alors confrontés à une difficulté. Est-ce que nous pouvons diviser nos biens? Que signifie 1,2x, etc. C'est là que l'utilisation de la monnaie sera très utile, hein, conformément d'ailleurs à la fable des économistes selon laquelle la monnaie a été inventée pour simplifier les échanges. C'est une fable, la monnaie n'a pas été inventée pour simplifier les échanges, en tout cas pas aussi simplement que c'est parfois présenté par les économistes, mais c'est une évidence, la monnaie nous permet effectivement de simplifier les échanges. Et on le voit par exemple là si on avait un prix qui s'établirait autour de y égale 1,2x. Peut-être êtes-vous surpris, j'utilise le terme prix ici pour renvoyer à un rapport entre deux marchandises sans utiliser de monnaie. Car effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler le prix réel de la marchandise y en marchandise x, y égale 1,2x. Partons du principe assez réaliste, suivant lequel la majorité des agents économiques doivent passer par le marché du travail pour obtenir un salaire. Supposons à présent que compte tenu du très grand nombre d'offreurs et de demandeurs présents sur le marché, les prix de X et de Y soient respectivement P de X égale 2 euros et P de Y égale 4 euros. Nous avons donc introduit la monnaie. Supposons que j'ai réussi à obtenir un revenu de 24 euros. Chaque euro va être consacré à obtenir le bien qui accroît le plus mon utilité totale. Autrement dit, le raisonnement de base consiste à présent à comparer les utilités marginales pondérées par les prix. Attention, notre exemple est en train de se modifier. Lorsque je suis arrivé sur le marché, je n'avais ni bien X, ni bien Y. En revanche, j'avais une marchandise à échanger sur le marché du travail, c'était ma force de travail, liée à mes capacités physiques, à mes capacités intellectuelles, ces capacités physiques et intellectuelles constituant ce qu'on peut appeler le capital humain que j'ai pu améliorer par des investissements éducatifs, etc. Nous le verrons dans d'autres endroits du cours. Bref, cette fois-ci, je n'arrive sur le marché qu'avec ma force de travail que j'ai réussi à vendre pour 24 euros. J'ai donc un revenu de 24 euros et je souhaite acheter du bien X et du bien Y, dont les prix sont respectivement 2 et 4 euros. Une dépense de 4 euros peut être consacrée à acheter 2 unités de X ou une unité de Y. En l'occurrence, si j'achète 2 unités de X, les unités 1 et 2 du tableau, elles vont me procurer une utilité totale supplémentaire de 75, alors que si j'utilise mes 4 euros pour acheter une unité de Y, je n'obtiendrai une utilité supplémentaire que de 50. J'utilise donc mes 4 premiers euros pour acheter 2 unités de X. Par contre, si je prends mes 4 euros suivants, 2 unités de X supplémentaires, les unités 3 et 4 du tableau, augmenteront mon utilité de 50. Autrement dit, le même niveau que la première unité de Y. Comme on l'a vu, il y a une hypothèse
forte chez les économistes qui est que nous préférons la diversité. Donc même si mes unités de bien X m'apportent autant d'utilités supplémentaires que la première unité de Y, comme j'ai déjà acheté du X, je vais a priori acheter à présent du Y. Pour les 4 euros suivants, a priori, je vais choisir les unités 3 et 4 de X, leur utilité est de 50, alors que l'utilité marginale de la deuxième unité de Y n'est que de 46, etc., etc. Autrement dit, à chaque fois que je vais dépenser 1 euro, je vais l'utiliser à acheter la marchandise qui me procure le plus d'utilité marginale. Le calcul qui est fait par les individus est celui d'un calcul de l'utilité marginale pondéré par son prix. Nous avons donc à présent les bases nécessaires pour comprendre la manière dont l'économie se représente les comportements individuels. Nous choisissons systématiquement les situations dans lesquelles accroître notre utilité marginale nous revient le moins cher possible. Cela permet d'affirmer d'ailleurs que notre demande s'accroît, ou inversement décroît, avec la baisse et avec la hausse des prix. Lorsque les prix diminuent, ma demande augmente. Lorsque les prix augmentent, ma demande diminue. On dit que la demande est une fonction décroissante des prix. C'est une première loi essentielle pour l'analyse du fonctionnement des marchés. Nous avons vu également que la demande s'exprime sous la forme d'un consentement à payer. Quel est le prix que nous sommes prêts à payer lorsque nous arrivons sur le marché, après avoir vendu notre force de travail, après avoir obtenu un salaire? Quel est le prix que nous sommes prêts à payer pour obtenir une marchandise? Cette idée de consentement à payer est au cœur de très nombreux raisonnements politiques qui sont tenus à partir de l'analyse des marchés. La demande s'exprime donc sous la forme d'un consentement à payer qui, sur le marché, rencontre une offre. Et c'est l'objet de notre capsule suivante.